Merci Jean-Paul Delevoye d'avoir accepté cette invitation de Philo Décrypte, d'autant que le sujet des retraites est particulièrement sensible. Retraite, le mot est terrifiant, avouait un éminent philosophe, Johnny Hallyday, qui en est mort d'ailleurs, car il n'a jamais quitté la scène et ses artifices. Visiblement, le monde entier est d'accord avec lui, notamment les Français, qui, chacun sait, sont un peuple d'élite, donc sûr de lui, et parfois en colère, quand on ne lui reconnaît pas son génie. Pourquoi cette terreur ? La retraite est un apprentissage de la mort, répondait un autre chanteur, romain, celui-là. Je veux parler de Sénèque. Et je vous précise que c'est une traduction assez libre de sa célèbre formule « Otium sine literis, mors est ». Excusez mon accent. Du coup, je me demande si la mort n'est pas au fond le problème dans cette affaire de retraite. Et non pas l'âge légal ou le montant de la pension, mais le principe même de la retraite, car elle annonce la mort. Une mort dont on a tous peur, très peur, surtout aujourd'hui où on ne croit plus en grand-chose. Pas étonnant que le débat sur la réforme des retraites vire au psychodrame. Mais le grand paradoxe, c'est que l'écrasante majorité des Français souhaitent mourir jeunes. Un côté suicidaire ? Ne vous inquiétez pas. Philo Décrypte n'est pas un club de philosophes professionnels, mais simplement un cercle informel où chaque mois, on organise un moment de réflexion sur un sujet d'actualité en prenant un peu de recul, sinon de hauteur. Et on invite, si possible, des personnalités qui savent de quoi elles parlent. Pas toujours facile. Avec vous, Jean-Paul Delevoye, pas de doute, car vous avez été au cœur de cette réforme des retraites. Après un parcours politique sans faute, maire, député, sénateur, ministre, médiateur de la République, puis président de deux institutions majeures, l'Association des maires de France et le Conseil économique et social. Vous avez alors été nommé, vous, le gaulliste social, haut commissaire aux retraites par Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, est toujours président de la République. Et on murmurait à l'époque que vous pourriez devenir Premier ministre si cette réforme aboutissait. Raté. Ce sera Castex. Vous nous expliquerez pourquoi et vous nous raconterez les coulisses de cette réforme, notamment votre tour de France pour écouter les Français et votre conviction que la retraite à points était une solution. Aujourd'hui, à la retraite, vous pouvez parler librement. Et ça tombe bien car nous avons beaucoup de questions à vous poser. Mais j'éviterai de vous demander le montant de votre retraite pour éviter une nouvelle polémique. En revanche, pour ouvrir le feu, je vous demanderai quel est, en 50 ans de vie politique, le personnage qui vous a le plus marqué, en positif et en négatif. J'ai eu la chance, grâce au président Chirac, d'être présent lors de la venue de Nelson Mandela. Lorsqu'il y a eu une médiation secrète entre Nelson Mandela et De Clercq, le président. La médiation portait sur le fait de dire « si on vous libère de votre prison, êtes-vous capable d'assurer qu'il n'y aura pas une vengeance sur les Afrikaners ?» Mandela a donné son accord. Dès sa libération, toute une série de membres importants de l'ANC sont allés voir Mandela en lui disant « maintenant que tu es libéré, on va vraiment prendre notre revanche ». Et Mandela a dit « chers amis, les Afrikaners, c'était nos adversaires. À partir d'aujourd'hui, ils sont nos alliés. » Des hommes politiques qui sont capables de changer le cours de l'histoire m'ont toujours impressionné. C'était De Gaulle, c'est tous les gens qui disent non. Deuxième anecdote sur Mandela, qui me paraît encore plus touchante, son intronisation en tant que président. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Il y avait un certain nombre de chaises qui l'entouraient, dont évidemment le Premier ministre, M. De Clercq, un certain nombre de ses conseillers. Et il y avait deux chaises qui étaient vides et tout le monde s'interrogeait en disant « mais pour qui sont ces deux chaises ?» Et ils ont vu arriver deux personnes. Et Mandela s'est adressé à la foule en disant « vous vous êtes tous demandé pourquoi ces deux chaises et pourquoi ces deux personnes sont là, mises à l'honneur par moi. Je vous présente, ce sont mes deux gardiens de prison. Hier, ils étaient chargés de me surveiller. Maintenant que je suis devenu président de la République d'Afrique du Sud, c'est à moi de les protéger. » Donc, oui, il y a les messages qui donnent toute sa force à la formule du général de Gaulle.
Quand on demande au peuple de soutenir une cause, il se grandit. Quand on le laisse défendre ses intérêts, il se déchire. Et nous sommes aujourd'hui rentrés dans une communauté d'intérêts et non plus une communauté de destin. Et les 10 années qui viennent, qui sont des années de transition, de remise en cause sur plein de sujets monétaires, sociaux, etc., s'il n'y a pas d'hommes capables ou de femmes capables d'incarner des espérances du changement, il va y avoir des résistances qui vont être terribles, parce qu'à ce moment-là, il faudra faire peur. Et dans le combat entre les espérances et les peurs risquent de gagner. Est-ce que vous en voyez beaucoup des Mandela et des De Gaulle dans le personnel politique actuel? On a aussi les politiques que l'on mérite. Le basculement de la relation entre le citoyen et le politique a changé avec Giscard d'Estaing, ce qui n'est pas une critique de Giscard. Mais rappelez-vous, à l'époque, le canuet, etc., on a importé une mode américaine qui consistait à théoriser le fait que l'homme politique était un produit de consommation et qu'il fallait donc vendre ce produit de consommation pour séduire les électeurs. Et donc on est rentré dans un début de séduction des électeurs. Et assez rapidement, les électeurs se sont mis dans la peau du consommateur du politique. Et on a vu des gens qui ont consisté à dire « je vote pour lui à condition qu'il défende mes intérêts, je vote pour lui parce qu'il va baisser mes impôts ». Et chacun s'est fait sa petite clientèle électorale. La droite avait l'économie, la gauche avait les professeurs, etc., etc. Et j'avais écrit dans mon rapport de médiateur de la République, il y a déjà presque une vingtaine d'années, quand je disais que la France était en burn-out, est-ce que les politiques ne sont pas en train de détruire la démocratie, puisqu'ils préfèrent séduire un électeur, même s'ils perdent un citoyen? Et vous voyez qu'aujourd'hui, chacun se sent plus consommateur du politique pour satisfaire des besoins catégoriels. Et nous sommes dans une société de sans-douleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'acceptons plus les douleurs, nous n'acceptons plus les souffrances. Et chacun considère les efforts comme des sacrifices. Donc on ne veut plus faire de sacrifices. Donc on ne veut pas partager quand on est retraité avec les jeunes. Et dans cette société sans douleur, comment relever le défi qui est devant nous, qui est très différent de celui des années 40-45. À l'époque, on disait « Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour défendre des valeurs de la République ?» Ce n'est plus la question. La question d'aujourd'hui, qu'êtes-vous prêt à sacrifier au quotidien pour préserver votre futur? Compliqué. Et aujourd'hui, les politiques qui veulent imposer des transitions en demandant des efforts risquent de perdre. Nous vivons des moments, pour la démocratie, extrêmement dangereux. Autour de Trump, il y a un think tank qui théorise l'idée que la démocratie est incompatible avec la liberté. Pourquoi Musk est allé rejoindre Trump alors qu'il était du camp démocrate? Tout simplement parce que les démocrates voulaient mettre en place des règles d'encadrement du développement des GAFAM. Or, les démocraties, c'est l'expression d'un certain nombre de normes de protection des droits de l'homme, de protection des minorités, de régulation. Pourquoi aujourd'hui vous avez des attaques terribles de Trump sur l'Europe pour libérer, faire disparaître toutes les dispositions qui réglementent GAFAM? Et vous allez voir qu'il y a des étapes très intéressantes qui font que nous sommes passés de l'ère de la vérité à l'ère de la post-vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vérité n'est plus les faits, c'est celle que l'on impose. Et on crée des phénomènes de sidération. On pense que Trump est dans une agitation permanente. C'est totalement faux. C'est très structuré. Ils appellent ça la règle de la double pensée. La double pensée, c'est 4 plus 4 égale 5. Et vous finissez par dire « OK, ça fait 5 », même si vous pensez le contraire. C'est ça la double pensée. C'est « OK, la Russie est victime de l'Ukraine », même si vous pensez le contraire. C'est très préoccupant ce qui est en train de se passer parce que le politique est devenu un objet de consommation. Et aujourd'hui, on est plus guidé par nos émotions que par les convictions. Alors vous dites, on a les politiques qu'on mérite, mais est-ce que pour vous, en politique aujourd'hui, il y a un anti-modèle, quelqu'un qui pourrait symboliser un peu cette dérive marketing des politiques? La politique, c'est les dynamiques. C'est des forces en marche, en mouvement. Et très souvent, y compris par les questions que vous posez, on demande à réagir à l'actualité, alors que la vraie question, c'est quel est le mouvement qui est en marche aujourd'hui? Le mouvement qui est en marche, c'est en réalité, on est dans une mécanique de segmentation, voire de dislocation de nos sociétés. On est en train de se rassembler par communauté de réseaux sociaux pour des vérités qui nous font plaisir parce que ça renforce nos convictions. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ces communautés, de plus en plus radicalisées, de plus en plus verticalisées, nous antagonisent. Et chaque personne qui ne pense pas comme vous n'est plus un adversaire, c'est un ennemi. Et le débat devient un combat qui consiste à terrasser l'autre.
Or, la démocratie, c'est d'abord une conversation. Camus disait « Le dialogue qui disparaît sonne le glas de l'humanité ». Or, nous avons la classe politique qui correspond à cette tendance. On ne s'écoute plus, et donc on a l'expression ultra, et le cynisme et le calcul pour la conquête du pouvoir l'emportent sur l'adhésion aux convictions. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, M. Mélenchon, dans un cynisme très calculé, a décidé que son électorat devait être les jeunes de banlieue qui ne votent pas, en se servant Israël-Palestine, en se servant des riches contre les pauvres. Et donc, nous sommes dans des moments de fascisation de nos sociétés modernes qui ont absolument besoin de coaguler les haines et d'offrir des boucs émissaires. Quelle est la responsabilité dans votre parcours politique qui vous a plus marqué entre maire, ministre, parlementaire ou président d'institutions majeures comme le Conseil économique et social? J'ai été fasciné par le médiateur de la République. Médiateur de la République parce que c'est là où j'ai découvert la vraie société. Et donc, moi, le mandat de médiateur a pour moi été le plus important. J'ai vécu une expérience intéressante puisque lorsque j'ai souhaité mettre en place des délégués du médiateur dans les prisons, j'ai eu un tollé de l'administration pénitentiaire. Et le résultat, c'est que dans les 6 mois qui ont suivi, les syndicats des administrations pénitentiaires sont venus en disant 30% de faits de violence en moins. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand les gens peuvent trouver un endroit où être écoutés, donc être reconnus, la colère est apaisée. Alors, on revient en retraite. Mais alors, la question que je me pose, c'est pourquoi Macron vous a choisi pour cette mission quand même compliquée, à votre avis? En réalité, je peux vous dire pourquoi j'ai choisi Macron. Ah, c'est vous qui l'avez choisi. Au départ, j'ai soutenu Juppé, et lorsque Juppé a été battu, j'étais un peu perdu parce que je ne savais pas qui voter. Je savais que je ne pouvais pas voter Fillon parce que je le connaissais un peu de l'intérieur. Bref, si vous voulez, j'avais déjà fait une réforme des retraites avec Chirac et le ministre des Affaires sociales de l'époque s'appelait Fillon. Et les syndicats avaient dit on ne veut pas traiter avec Fillon, on veut traiter avec le ministre de la fonction publique que j'étais pour les réformes des retraites des fonctionnaires. Et grâce à Philippe Séguin et à son analyse de la Cour des comptes sur le système des retraites des fonctionnaires, j'ai pu faire des choses. Et j'ai pu voir, pas le manque de courage, mais le calcul d'hommes politiques qui sont prêts à affronter les choses quand ça sert leur destin et non pas quand ils risquent de perdre un peu de... Et j'avais dit à Chirac, je veux bien m'occuper de la réforme des retraites des fonctionnaires à condition, 1, qu'on ne parle pas de moi. La discrétion est un facteur de réussite. Et la seconde, à un moment donné, Chirac me dit écoute Jean-Paul, tu vas nous faire péter le pays. Par exemple, il y avait une réforme qui existait à l'époque, c'est qu'un fonctionnaire continuait sa carrière pendant sa retraite. Lieutenant des pompiers pouvait très bien mourir colonel avec la retraite de colonel. Donc moi, j'ai mis un terme à des choses qui étaient absolument invraisemblables et que Philippe Séguin avait souligné. Et j'avais dit à Jacques Chirac à l'époque, écoutez, président, on fait un deal. Si ça marche, vous récupérez. Si ça ne marche pas, vous me virez. Un peu surpris, il m'a dit OK. Et j'ai vu qu'à ce moment-là, je soulageais beaucoup de monde parce que je permettais de préserver les politiques des risques qu'ils pouvaient encourir. Mais qu'est-ce que vous lui trouviez à Macron? Parce que ce n'est pas simplement parce que vous n'aimiez pas Fillon que vous êtes allé voir Macron. C'est un peu la même chose pour laquelle Jacques Chirac m'a appelé. C'était à peu près les mêmes arguments. Moi, je venais d'être élu dans un canton qui votait 80% Mitterrand et j'étais RPR. Et donc Chirac ne comprenait pas. Et j'ai été élu président des maires de France à la surprise générale avec 52%, puis 3 ans après avec 62%, puis 3 ans après avec 72%. Donc Chirac m'a téléphoné, m'a dit écoute, j'ai un problème, les mecs de gauche, ils votent pour toi. Et donc j'ai besoin de toi pour travailler avec les syndicats. Et donc je vais te nommer ministre de la fonction publique. Quand il vous a nommé, vous avez eu un entretien avec lui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Comment vous avez compris la mission qu'il vous confiait? Macron m'a dit à un moment donné, écoute, on a besoin de toi pour établir un dialogue avec les uns et les autres, pour mettre en place ce système à point. Donc la mission était claire, c'était le système à point et une volonté affirmée du président. Oui, alors je vais vous donner d'ailleurs le contexte politique. Or, je lui ai répondu, j'ai dit OK, mais je ne veux pas être au gouvernement. Il m'a dit pourquoi? Je dis non, je ne veux pas dépendre d'une autorité politique, c'est trop compliqué. Et nous sommes dans un pays de réseau dans lequel les résistances au changement sont plus importantes qu'à tous les niveaux. Et donc j'ai dit, moi je veux bien être haut commissaire. Il m'a dit OK. Et ensuite, le contexte politique était très clair à l'époque. Il y avait 2 écoles, les écoles plutôt de droite et fillonesques, qui consistaient à dire la retraite c'est un piège à emmerdement. Et donc pour se libérer de ce piège, il n'y a qu'à régler le problème budgétaire. On recule de 2 ans l'âge de retraite, on récupère 14 milliards, basta, on n'en parle plus. Et moi j'étais en accord avec le président Macron en disant mais
Le problème des retraites n'est pas un problème comptable. C'est d'abord et avant tout un projet de société. Et donc, moi, avec le président Macron, j'ai dit, écoutez, si vous voulez bâtir un projet de société dans l'esprit du Conseil national de la résistance, qui consiste à dire que le système à points répond aux défis vers lesquels nous allons aller. Aujourd'hui, toutes les cotisations sont basées sur le travail. Quid du travail et de la présence du travail dans les 25 ans qui viennent avec l'intelligence artificielle? Ça peut se développer ou le travail peut disparaître. Quid de l'égalité? Il y a 42 régimes de retraite. Est-ce qu'on va avoir des carrières longues dans la même entreprise, un parcours linéaire? Alors est-ce que nos enfants vont être un jour fonctionnaires, un jour ingénieurs, un jour commerçants, etc., etc. Et à chaque fois, ils doivent changer de statut avec des règles différentes. Est-ce que l'on ne peut pas, au lieu d'avoir un statut à un moment donné de votre vie, mettre en place un parcours de vie qui, dans sa diversité, est simple? Dès que vous avez 1 euro de revenu, vous avez X points. Et que tout au long de votre vie, quel que soit votre statut, quel que soit votre parcours, vous avez un capital point qui s'accumule et qui fait qu'à la fin de votre carrière, vous décidez de partir. Il y avait aussi un défi redoutable. Ça veut dire que derrière, j'avais aussi une politique d'âge qui consistait à dire arrêtons cette césure entre tu es jeune jusqu'à 22 ans, tu étudies, après tu bosses et après tu pars à la retraite. Mais on peut être chef d'entreprise à 15 ans et on peut être chef d'entreprise à 80 ans. Et donc, c'est la notion du parcours qui est important. Et donc, on doit mettre en place une politique des âges. Et quel est le bon équilibre des âges? Voilà. Et donc, on avait dit, dans le parcours, on laisse la liberté de choix et toujours la responsabilité individuelle. J'y reviendrai, ça. C'était, à mon avis, le mot sur lequel il va falloir réfléchir pour les années qui viennent. Si vous décidez de partir à 62 ans, d'abord, on vous prépare à la retraite. Parce que la retraite, c'est une brutale modification de votre vie. Vous perdez toutes vos relations sociales. Votre agenda devient libre. Il faut accepter de vivre 24 heures sur 24 avec son conjoint. Et donc, on vous permettait de partir à 62 ans, mais on vous avertissait, vous aurez une petite retraite. Par contre, mon rôle de gestionnaire, c'est que l'équilibre du système, c'est plutôt 64, donc c'est de vous inciter à partir à 64 ans. Et donc, on va faire en sorte que vos 2 ans de cotisation vous apportent un peu plus de retraite pour vous inciter à partir plus tard. Et en même temps, c'était un sentiment d'égalité, c'est-à-dire quel que soit le système dans lequel vous êtes, c'est universel. Et donc, c'est la fin des régimes spéciaux. C'est la fin des régimes de la fonction publique, public, privé, même chose. Donc, ça permettait la porosité dans les différents parcours. Comme ma retraite sera directement liée à mon revenu, moi, je peux très bien basculer d'une retraite à l'autre. Et le vrai débat de la préparation des retraites, c'était les pays du Nord qui m'ont appris ça. Dans les pays du Nord, l'expérience est une richesse. En France, la retraite est un coût. Et donc, on part d'une philosophie qui consiste que chaque humain a un potentiel. Et notre responsabilité de leader, c'est comment permettre à chacun de découvrir les richesses qu'il a en lui-même et comment faire en sorte d'optimiser le capital humain. Même si j'ai bien compris que la retraite ne se résume pas à un problème de chiffres, il y a un certain nombre de chiffres qui interpellent les politiques. Est-ce que vous pouvez, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, parce qu'on entend des tas de chiffres, que vous avez été au cœur du réacteur, donc vous savez les chiffres importants, nous citer 2 ou 3 chiffres clés qui posent bien le problème? Alors, il y a un chiffre clé, c'est 13% du PIB à peu près. C'est-à-dire que sur toute la richesse créée dans le pays, on consacre à peu près 13,5%. L'Allemagne, c'est 11%. Aux retraites. Donc on voit bien que c'est une part assez phénoménale consacrée à la retraite. C'est un peu plus de 300 milliards d'euros, c'est 20% de la population, et les cohortes qui partent en retraite tous les ans, c'est à peu près 700 000 personnes. Et donc, l'on voit bien que la tendance à laquelle on assiste, c'est de tout mettre en chiffres. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de personnes pensent que je cotise, j'ai droit à. Or, le système de répartition, c'est que vous cotisez pour les gens qui sont à la retraite, pas pour vous. Pas pour vous. L'espérance de vie, c'est quand même un problème. Vous dites 13,5% du PIB, c'est considérable, mais ça ne peut que se dégrader, c'est-à-dire qu'on va passer rapidement à 15 ou voire 20, vu le vieillissement de la population. Non, c'est pas sûr. Si vous êtes dans un pourcentage de PIB, vous n'êtes pas dans le rapport actif-inactif. Vous êtes dans la répartition de la richesse nationale. Or, l'économie de demain fait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut remplacer des tas de tâches répétitives dans certaines entreprises sans pourtant diminuer le profit des entreprises. Ça veut dire que la vraie question, c'est est-ce que si demain, il y a moins de salariés, donc moins de cotisants, est-ce que la base du financement par le travail sera-t-elle suffisante? Question.
C'est une question intéressante parce que dans une société rurale, on taxe le sol, les taxes foncières. Dans une société industrielle, on a taxé l'outil industriel. Là, nous sommes dans une société post-industrielle et une société de cerveau. Est-ce qu'on ne doit pas taxer les flux? Ça peut être les flux de consommation, ça peut être les flux commerciaux, les flux de capitaux. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de flux de capitaux, de flux de marchands. Mais c'est un vrai problème parce que ça pose le problème de la localisation de l'impôt. Je reviens sur l'espérance de vie, je suis désolé. Donc, sur l'espérance de vie, ça augmente la durée de perception d'une retraite par rapport à la durée de cotisation. Donc ça change ce rapport, vous avez raison. Et donc ça veut dire que ça augmente le déficit de la caisse de retraite. Ça n'augmente pas forcément la part de PIB de la retraite. Et la question que nous nous sommes posée, est-ce que le système à points n'était pas un système qui justement était capable d'être suffisamment souple pour adapter tous les critères d'espérance de vie, d'évolution du monde du travail, par le pilotage du système à points? Alors la réponse est oui. Après, la confiance, c'est est-ce que les retraites vont baisser? C'était un autre problème qui était compliqué, que j'ai abordé. J'ai posé la question à un moment donné. La situation des retraités par rapport aux actifs en Europe est une des plus privilégiées. C'est-à-dire que le revenu des retraités en moyenne est 106-107% de la classe active. On voit bien que le nombre d'actifs financer les retraites est passé en 20 ans ou 30 ans de 4 à 1, je schématise. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'en réalité, le poids, à un moment donné, risque de fragiliser le système. Et alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez un éminent chirurgien, spécialiste de l'intelligence artificielle, Laurent Alexandre. qui dit que dans les 15 ou 20 ans, c'est de la provoque, l'espérance de vie va doubler. Comment vous faites, vous, au commissaire? Alors, ça veut dire qu'en réalité, la question que vous posez et que nous avions posée dans le système à points, c'est est-ce que le financement par le travail sera toujours suffisant? Et est-ce que ça n'est pas le financement par le revenu? Capital. Par exemple. Mais en tout cas, on peut se poser la question. Tandis que là, on s'enferme dans des réponses au lieu de se poser la vraie question. La question de la pérennité du système fait que si un des paramètres change, par exemple, moi j'ai posé une question qui m'a valu beaucoup d'attaques de la part du Front National, toutes les études montrent qu'au niveau européen, l'évolution de la population active sur les 50 ans qui viennent fait que si on veut équilibrer la population active au même niveau qu'aujourd'hui, donc c'est l'hypothèse dans laquelle le monde du travail ne changerait pas par rapport à l'intelligence artificielle, il nous faut 50 millions de populations étrangères pour venir combler mécaniquement la perte démographique du monde au travail. Ça veut dire que c'est le problème de l'immigration. Or aujourd'hui, l'immigration reviendra par la porte économique quand elle est rejetée par la porte politique. C'est un sujet dramatique parce qu'aujourd'hui, on est en train de créer des infarctus territoriaux en Europe. L'Allemagne est en train de pomper toute la main-d'œuvre de l'Ouzbékistan, de la Roumanie, etc., parce que les gens ils veulent travailler en Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Roumanie est condamnée à avoir moins de croissance. Même chose avec les pays du Maghreb. Absolument. Notamment l'exode des médecins de ces pays-là, c'est incroyable. C'est absolument vertigineux. Le débat politique numéro 1 en Russie, c'est la démographie. Poutine avait mis ça comme priorité numéro 1. La Chine a le même débat. L'Afrique a un débat inverse. L'Afrique va gagner 1 milliard d'individus en quelques années. Vous croyez que Poutine a fait une guerre démographique en voulant prendre les 40 millions d'Ukrainiens? Mais attendez, pourquoi il récupère des enfants? C'est pas pour les transformer en Russes, c'est pour avoir de la main-d'œuvre. Ils ont un problème démographique majeur. Est-ce que ce n'est pas une névrose, cette démographie? Parce qu'au fond, la population mondiale se développe. Il y avait une époque des gens qui prônaient justement une stabilisation démographique. Est-ce qu'on a les moyens de cette progression démographique, les moyens financiers et économiques? Là, c'est un élément intéressant parce qu'il y a eu cette thèse, effectivement, de dire est-ce que la Terre a suffisamment de ressources? La problématique est intéressante parce que là aussi, le monde est divisé en deux catégories. Ceux qui pensent que Dieu a donné la nature à l'homme, il en fait ce qu'il veut et la technologie va le corriger. Et il y a ceux qui pensent que nous faisons partie de la nature et que nous avons une responsabilité par rapport au monde de la biodiversité, etc. Trump fait partie de la première catégorie. Et l'on voit bien qu'en réalité, quand on regarde la totalité des ressources de la planète, s'il y a une meilleure répartition, on peut parfaitement répondre aux défis. Lorsqu'après la guerre 1945, les Américains étaient confrontés à un redoutable problème, c'était l'écoulement des excédents industriels qui avaient été mis en place pour la guerre. Et Ford a réuni autour de lui un certain nombre de psychologues et dit « mais comment on règle ce problème ?» Et les psychologues ont dit « il y a une solution. C'est que la société dans laquelle nous étions était une société plutôt rurale de satisfaction des besoins. Se loger, se vêtir, se chauffer, se nourrir. Mais si on veut demain développer l'outil industriel, il faut que nous passions d'une société de besoin à une société de désir. Et nous sommes allés dans cette société de consommation, avec un besoin de plus en plus effréné parce que le désir n'est jamais atteint.
Et le désir crée une frustration qui est aujourd'hui douloureuse. Et nous sommes donc dans cette fin de société de consommation où nous avons trop consommé. Et avec un système redoutablement efficace, on exploite les ressources naturelles et on rejette le produit fini. Or aujourd'hui, les ressources deviennent plus rares et les déchets sont en train de saturer la capacité d'absorption. Et donc, au long de tout ça, il y a une théorie politique qui consiste à dire, puisqu'on ne peut plus rejeter et qu'on ne peut plus exploiter, eh bien, il faut moins consommer. D'où c'est la décroissance écologique, etc. Il y en a d'autres qui consistent à dire, mais non, on peut très bien des déchets en faire une nouvelle ressource. Et l'on voit bien qu'y compris dans le monde de l'énergie, on voit apparaître dans le nucléaire des mini-réacteurs qui sont aujourd'hui financés par les Américains, les Russes et les Chinois, pour faire en sorte d'avoir des mini-réacteurs à sel fondu qui recyclent les déchets nucléaires. La question de fond qui est posée, c'est que l'homme aujourd'hui vaut plus pour ce qu'il dépense que ce qu'il pense. Ça, c'est facile. Non, c'est pas facile. L'intérêt que porte pour vous l'outil industriel, et c'est normal, c'est votre capacité de consommateur, pas votre capacité de penser. Soyez attentifs au fait qu'aujourd'hui, les GAFAM, l'intelligence artificielle, a pour but de capter vos pensées. Et donc, la vraie question de demain, c'est êtes-vous capable de rester humain dans une économie de plus en plus déshumanisante? Et comment faire en sorte que vous gardiez votre liberté de penser en construisant vos convictions et en vous libérant de vos émotions? C'est un sujet majeur. Et l'on voit bien que nous sommes dans un moment de décroissance individuelle, dans un monde de croissance collective. C'est-à-dire comment faire en sorte que nous puissions continuer à développer des ressources dans un moment où nous-mêmes, dans notre comportement, nous allons consommer moins. Et je reviens à la question fondamentale, qu'êtes-vous prêt à sacrifier aujourd'hui pour ne pas sacrifier votre futur? Alors justement, vous avez fait un grand tour de France et à l'époque, ce n'était pas passé inaperçu. Avant de lancer cette réforme des retraites, vous avez rencontré les Français. D'ailleurs, Macron ensuite s'est inspiré de votre méthode. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Parce que vu aujourd'hui les sondages sur les retraites et le blocage des Français sur les retraites, vous avez certainement compris des choses que nous, on ne comprend pas aujourd'hui. C'est-à-dire une hostilité à toute réforme, une colère. Mais vous, qu'est-ce que vous avez perçu derrière cette colère, derrière ce blocage et derrière cette hostilité à toute réforme? Alors, en réalité, moi, ma conviction, c'est que nous sommes passés d'une société d'obéissance à une société d'adhésion. Vos enfants, y compris aujourd'hui, ne vous obéissent plus. Il faut que vous leur expliquiez pourquoi il faut faire ça. Cette société d'obéissance était relativement facile pour le pouvoir. Vous étiez patron, vous demandez à quelqu'un de vous obéir. Vous étiez curé, il faut demander aux fidèles d'obéir. Secrétaire d'un parti, le militant obéit. Et c'était facile, je décide, vous exécutez. Or, aujourd'hui, c'est fini ça. C'est fini. Et c'est d'ailleurs d'autant plus maladif en France qu'en France, on est un des rares pays au monde à préférer la jouissance du pouvoir à l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que lorsque l'on est chef, on veut sentir à celui qui est en dessous de vous le poids de son infériorité. Et on a besoin des attributs du chef. La deuxième chose, c'est que dans cette société d'obéissance, toute décision ne peut plus être binaire. J'ai réfléchi, j'ai décidé, vous exécutez. Ça ne marche plus. Et donc nous sommes dans une respiration démocratique en 4 temps. Aujourd'hui, plus aucune décision ne peut être prise si elle n'a pas été précédée d'un débat. Et aucun débat ne peut être solide s'il n'a pas été précédé d'une pédagogie des enjeux. Je vous invite à débattre sur l'arrêt de la cigarette. Vous vous en foutez complètement si vous n'êtes pas convaincu que la cigarette est mortelle ou dangereuse. Donc ça veut dire que sur la réforme des retraites, moi j'avais demandé, et c'était un combat difficile, qu'on m'accorde un budget pour mobiliser toutes les intelligences collectives. C'est-à-dire, je disais, il faut d'abord que j'explique pourquoi notre retraite est un enjeu de société majeur et que pourquoi le système actuel purement comptable ne correspond pas aux évolutions de demain. Donc on a passé notre temps à faire le tour de France. L'organisation était toujours la même, c'était des tables de 8 ou 10 dans lesquelles il y avait un chef de table. Un de mes collaborateurs expliquait le régime actuel. J'expliquais les principes du projet que je portais. Ensuite, chacun travaillait pendant 3-4 heures. Et l'après-midi, je revenais en live, en direct, sans filtre, où les gens m'interpellaient en disant, voilà, on a réfléchi à ça, on n'est pas d'accord sur tel truc, ou on est d'accord sur tel truc, etc. J'avais un double avantage, c'est que, 1, je percevais la réceptivité des gens, et 2, ça me permettait d'essayer de convaincre. Bonne réceptivité? Très grande participation des gens, et j'ai pris conscience, quelquefois, des ambiguïtés énormes qu'il fallait lever. J'ai fait la même chose avec les journalistes. J'avais réuni un certain nombre de journalistes qui, au début, étaient venus à très petit nombre, en disant, écoutez, moi, je vous propose de faire partie d'un groupe privilégié. Vous écrivez ce que vous voulez, c'est votre liberté totale,
Mais si vous l'acceptez, je vous fournirai les mêmes éléments de réflexion que je porte au syndicat. Nous avons démarré à une dizaine, nous avons terminé à plus de 50. Les journalistes venaient parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de triche de notre part, on ne cherchait pas à les manipuler. Et avec les syndicats, ça marchait aussi? J'ai fait la même chose avec les syndicats. Lorsque je suis sorti, j'étais très frappé de la reconnaissance exprimée collectivement par tous les syndicats, sans exception. Même la CGT? Ben, évidemment. Je suis même allé à la fête de l'Humanité. Et je vais vous dire pourquoi. Le rédacteur en chef de l'Humanité qui m'a dit « Est-ce que vous accepteriez de venir pour tenir un débat avec Martinez ?» Je lui ai dit « Au nom de la liberté d'expression, je viens. » Donc on a fait ça avec les syndicats. Je peux vous dire que j'ai découvert des syndicats qui bossaient remarquablement. Des syndicats qui avaient plus d'analyse que les politiques, que certains politiques. D'autres, il y avait moins de fonds. Et je dirais d'ailleurs qu'entre le monde patronal et le monde des salariés, ce n'est pas forcément celui qu'on croit qui bossait le plus. Alors attendez, précisez, vous voulez dire que les syndicats patronaux n'ont pas fait preuve d'une grande finesse et d'une grande intelligence? C'est pas choquant. On est tous aujourd'hui dans une logique de rapport de force et de lobbying. Alors qu'en Allemagne, on a la culture du compromis. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir la confrontation d'idées, de les mettre autour d'une même table et de dire est-ce que vous acceptez de faire un pas? Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on construise des identités fortes. Plus votre identité est forte, plus vous savez ce que vous pouvez concéder à l'autre et ce que vous pouvez demander à l'autre. Et c'est vrai qu'on va être amené demain à découvrir la puissance du compromis, parce que le compromis dans la médiation, ce qui m'intéressait, moi, c'est que la solution de régler les problèmes était appropriée par les parties. Et on a fait ça avec une plateforme citoyenne, sur laquelle on a eu énormément d'avis. Plateforme syndicale, plateforme journalistique, Tour de France citoyen, et groupe parlementaire. C'est-à-dire, dès le départ, j'ai souhaité associer des parlementaires qui sont devenus mes propres ambassadeurs et qui, dans leur circonscription, vendaient la réforme. Donc après ce Tour de France, vous étiez plutôt optimiste? Vous avez reçu un bon accueil? Quand j'ai remis mon rapport, le rapport était reçu majoritairement par les Français, 52-53%. 6 mois après, majoritairement rejeté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était simplement le symbolique des 64 ans. Ça, c'est la connerie monumentale qui a été faite par le pouvoir. Et pourquoi vous avez laissé faire ça? Je n'ai pas eu le courage de démissionner. Moi, je suis un homme de mission et quand on me confie une mission, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Alors expliquez pourquoi l'âge, c'est pas fondamental. La France est un pays de symboles. C'est pour ça qu'on a fait des révolutions. Absolument, absolument. Mais regardez le symbole des Gilets jaunes, c'était l'augmentation du pétrole. Et donc le fait de se sentir marginalisé par rapport à ma voiture, etc., etc. En France, on n'a pas du tout intégré le fait capitalistique qui fait que si vous êtes capitaliste, vous devriez optimiser votre capital humain. Et pour optimiser le capital humain dont vous avez la charge, il faut faire en sorte que les gens soient heureux de travailler. Si vous êtes heureux de travailler collectivement, vous travaillez à 130% de vos capacités. Si vous êtes malheureux, vous travaillez à 60%. Or, tout notre système est basé là-dessus. Je reviens sur 64. La souffrance au travail est devenue aujourd'hui quelque chose d'extrêmement lourd. Et d'imaginer de souffrir 2 ans de plus, c'est quelque chose d'insupportable. En plus, on est dans un phénomène de résistance. Je ne veux plus qu'on m'impose mon choix de vie. Moi, j'ai envie de partir à l'âge que je veux. Et c'est d'autant plus paradoxal, on aurait dû être attentif à ça, que quel est l'âge moyen de départ à la retraite aujourd'hui? 63,4, grâce aux réformes Touraine, etc. Donc ça veut dire que les 64 ans, on y est. Non, mais en plus, c'est les annuités travaillées qui sont la clé de l'indemnisation, quand même. Oui, la durée de cotisation. Oui. Et en plus, on a oublié que c'est à 67 ans qu'on a l'âge de la décote. C'est-à-dire que si vous prenez votre retraite à 67 ans, il n'y a plus de décote. Or, il y a énormément de personnes de faibles salaires qui ont des carrières heurtées, des carrières courtes, qui vont jusqu'à 67 ans parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir la décote. Comment Macron a pu faire une bêtise pareille, de faire cet âge symbolique et... Alors c'est le Premier ministre qui a posé ça en termes de gestionnaire. Et comme l'âge d'équilibre était 64 ans, il a proposé l'âge pivot à 64 ans, qui immédiatement a été pris comme une contrainte. Le président, non, lui, il était en arbitre. Et je peux vous dire que... il n'était pas forcément partisan de ça. Sur la problématique de la réforme des retraites, j'ai toujours été appuyé par lui dans les débats d'arbitrage, y compris contre le Premier ministre. D'ailleurs, j'aurais dû être plus attentif, puisque lorsque vous créez des inimitiés ou des jalousies, lorsque vous avez dit que vous auriez pu être Premier ministre, jamais j'aurais accepté. Pourquoi refuser? Parce qu'il faut être conscient aussi de son niveau de compétence. Moi, j'ai envie d'exercer une mission lorsque je sais être capable de la mener. Vous croyez qu'ils sont tous compétents, les premiers ministres? Ils peuvent le devenir. C'est votre cas aussi. Non. Puis attendez, il y a un âge où vous avez plutôt envie d'être observateur qu'acteur. La question, c'est que j'ai créé des jalousies qui, effectivement, ont amené certaines personnes à imaginer des stratégies de destruction. Édouard Philippe ne pouvait pas vous supporter, c'est ça, non? Allez, dites-nous la vérité. Non, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il m'a reçu, lorsque je lui ai remis mon rapport,
Il m'a dit, je ne pensais pas que tu irais aussi loin et je ne pensais pas que ton rapport serait perçu positivement par la société. J'ai pris ça par un compliment, mais peut-être que ça n'en était pas un. Mais après, je ne lui en veux pas. Vous savez, moi, je n'ai pas de rancœur. On arrive à un âge où la rancœur mine. On fait une petite parenthèse, ce n'est pas forcément une question agréable que je vais vous poser, mais il y a eu une cabale, entre guillemets, c'est en tous les cas ce que vous pensez, autour de votre déclaration à la haute autorité. Bien sûr, bien sûr. Tout ça, ça a été activé par vos amis politiques. Moi, ce que je regarde... D'abord, est-ce que vous avez fait une connerie là? Bien sûr. Attendez, moi j'assume. Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise? En réalité, moi j'étais omnibilé par les impôts. Je voulais être clean sur le plan des impôts. Donc mon expert comptable avait fait ça et d'ailleurs c'était reconnu comme tel. Et c'est vrai que sur la haute autorité, je faisais ça un peu en décontraction. Je faisais ça entre deux réunions de syndicats. Lorsque vous déposez une déclaration qui n'est pas tout à fait conforme, vous avez 1 mois pour la rectifier. Ce que vous avez fait? Non, pas du tout. J'ai oublié d'inscrire un certain nombre d'associations dans lesquelles j'étais à titre bénévole et j'ai été condamné pour avoir oublié de déclarer que j'avais été président du CESE pendant 5 ans et haut commissaire aux retraites. Tout le monde savait ça. Quand tu fais une connerie, j'assume, donc j'ai assumé. Mais j'ai vécu un moment intéressant d'ailleurs, parce qu'il y avait vraiment un petit coup monté où les gens savaient que ma déclaration était un peu olé olé. Est-ce que vous avez démissionné à cause de ça? J'ai appelé le président Macron en lui disant, compte tenu de ce qui est en train de se passer, je perds mon crédit auprès des syndicats, et donc je ne peux plus être en rapport de force égal. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Macron? Et ça fait partie des choses un peu secrètes. Il a insisté que vous restiez ou il vous a poussé dehors? Il a exprimé une opinion et j'ai pris ma décision. Pas de regret? Si, des regrets. Mais j'avoue que j'ai pris ça à la légère, c'est vrai. Mais si vous voulez, j'ai consacré la totalité de mon budget à recruter des gens compétents pour élaborer ce projet et je n'ai pas financé un directeur de cabinet, donc j'avais personne pour me protéger. En fin de compte, le drame des politiques, c'est que vous êtes pris en charge tout au long de votre vie. Moi, j'étais président des maires de France, j'avais un directeur de cabinet, j'avais un chauffeur. Résultat, vous devenez un con dans la vie quotidienne. Parce qu'en réalité, vous êtes pris en charge. Donc vous êtes assisté, quoi. Mais absolument. Et j'avoue que ça a fait perdre ma vigilance sur le plan des déclarations. Sur le fond, comment vous expliquez que Macron ait lâché sur cette retraite à points, qui était quand même un beau projet? Pourquoi il a cédé? Il n'a pas cédé. Il a tourné la page quand, avec le Covid, quand j'ai remis mon rapport, le projet de loi était écrit. Et donc je crois qu'on pouvait immédiatement l'appliquer et avant la fin de l'année, le faire passer. La problématique, c'est que le Premier ministre a demandé 6 mois de plus. Je pense pour vouloir récupérer le leadership, moi je ne voyais aucun inconvénient. 6 mois de plus, on s'est retrouvé avec le Covid. On parle d'Édouard Philippe. Oui, mais on s'est retrouvé avec le Covid. Et donc là, on a plié les Gaules. Et pourquoi? Parce que, en fin de compte, après, le calendrier était impossible à tenir. Or, le Covid, je rappelle que c'était la première fois dans l'histoire du monde où l'économie s'est arrêtée. Là où je n'ai pas compris, c'est quand lorsque le président a engagé la deuxième partie de son quinquennat sur les 64 ans. Et donc, il est reparti sur une vision comptable des choses. Qu'est-ce qui lui est arrivé, là, puisqu'il avait quand même un beau projet entre les mains? Il faut lui demander. Je ne sais pas. Vous ne lui avez jamais posé la question? Non. Si vous aviez jugé cette réforme de 2023 qui a été mise en place avec les 64 ans, sa principale faiblesse, c'est quoi? La faiblesse, c'est d'imposer une réforme contre tous. J'ai la légitimité de décider, donc je décide. Et le citoyen dit, je suis citoyen, j'ai la légitimité de contester et de désobéir. L'autorité est une vertu qui fait grandir celui qui l'exerce et qui élève celui qui l'a subi. Or aujourd'hui, on n'a pas du tout cette gestion. On a tendance au contraire à écraser celui qui l'a subi. Et les gens ne veulent plus être écrasés. Donc si on veut éviter des violences de comportement individuel sous toute forme d'autorité, que ce soit au sein de l'entreprise, au sein de l'école, etc., les profs vous disent tous qu'aujourd'hui, le problème de l'école, ce n'est pas les élèves, c'est les parents. En tant que médiateur, je proposais presque la suppression des notes. La réaction était celle des parents d'élèves. Parce qu'ils voulaient avoir des notes pour pouvoir comparer leur fils à celui du voisin. On est dans un pays un peu particulier qui fait que j'ai toujours besoin de savoir si je suis supérieur ou inférieur à mon voisin. Est-ce que ce n'est pas de l'émulation aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Le vrai défi de l'éducation aujourd'hui, c'est le culte du diplôme, qui est un culte absolument incroyable. Le culte du diplôme fait que, moi j'ai vécu ça. Vous pouvez être super diplômé et le roi des cons. Le diplôme a 2 défauts. Aujourd'hui, il vous laisse croire que vous êtes supérieur aux autres. Et la seconde, il vous laisse croire que vous êtes compétent toute votre vie. Or aujourd'hui, ça va tellement vite, si on n'y prend pas garde, notamment sur le vieillissement de la société, c'est que les entreprises vont être obligées de se séparer d'un certain nombre de leurs collaborateurs âgés, parce qu'ils ne seront plus au niveau de compétence d'une évolution technologique qui va à toute vitesse. Et le vrai débat aujourd'hui dans l'éducation, ce n'est pas de remplir les têtes d'un savoir, c'est de densifier les gens pour qu'ils soient capables de penser, capables de rester humains et de développer des liens avec les autres. Notre société d'aujourd'hui, elle est confrontée à 2 dangers majeurs. Le fait qu'on perde notre liberté de penser, donc qu'on vienne esclave d'émotions fabriquées par les autres. 2, que l'intelligence artificielle
nous crée des liens déshumanisés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un des défis de l'intelligence artificielle, c'est la relation intime que l'on noue avec elle. C'est-à-dire de plus en plus de gens se suppriment leur psychologue et discutent avec l'intelligence artificielle. Oui, qui joue un rôle de psy d'ailleurs. Absolument. Mais avec un psy compliqué, parce que le psy a tendance à essayer de décrypter votre moi intérieur. Et l'intelligence artificielle, elle vous pousse. Parce que le rôle des algorithmes, aujourd'hui, c'est la captation de votre attention. Ils sont obnubilés que par ça. Plus vous êtes capté sur le site, plus vous augmentez les revenus publicitaires, etc. Donc on va tout le temps dans l'attractivité. TikTok, c'est son mode de fonctionnement. Est-ce que ce n'est pas aussi le travers des hommes politiques qui veulent être écoutés, et aimés, et élus? Le problème, c'est qu'il y a certainement, comme tout homme et toute femme, un besoin d'affection et de reconnaissance, ça c'est sûr. D'où d'ailleurs leur tentative de séduction en permanence. Est-ce que j'ai été supérieur? Est-ce que j'ai été intelligent? Est-ce que j'ai fait un beau discours? La vraie question, ce n'est pas est-ce que tu as fait un beau discours, c'est est-ce que tu as été entendu et compris. Avant, il y avait un débat d'un seul émetteur et d'un seul récepteur. La problématique aujourd'hui, c'est dans la segmentation de la société, vous avez des multi-récepteurs. Et donc votre problème, c'est que vous avez beau émettre un très beau discours, il faut aller ensuite vérifier s'il a été entendu. Et moi, j'ai fait ça à plusieurs reprises et j'étais frappé, y compris dans ma propre famille. Je ne sais pas si vous voyez ça avec vos enfants. De temps en temps, vous avez une discussion avec vos enfants, puis vous dites, tiens, il y a un problème. Puis vous arrêtez, vous dites, attends, ce mot que tu utilises, quel sens tu lui donnes? Et vous apercevez qu'il donne un sens totalement différent, parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire et pas la compréhension du vocabulaire. Et donc, on est dans un système d'incompréhension qui ne peut se résoudre que par la tension et le rapport de force. Vous êtes un homme de dialogue, je crois que tout le monde l'a compris. Est-ce que c'est un homme de dialogue parce que c'est une démarche morale ou une démarche d'efficacité? Je vais vous dire, moi je suis passé à la collège de Providence à Amiens. C'est quoi ce collège? Celui dans lequel était passé Macron, c'est un collège de jésuites. Les jésuites, c'est intéressant parce que, vous savez, vous connaissez l'histoire des jésuites, c'est un jésuite qui se promène sur une rue de Paris et il arrête quelqu'un et lui dit, pardon, est-ce que vous pourriez m'indiquer l'adresse pour aller à tel endroit? Et la personne lui répond, mon père, vous êtes jésuite? Oui. Alors c'est impossible pour vous parce que c'est tout droit. Les jésuites avaient la capacité de vous transformer soit en catho, soit en réac. Ou en révolutionnaire. En révolutionnaire, ce que je suis. Et aussi, ils vous inculquent le doute. Et moi, j'ai eu la chance d'être viré de la faculté de Lille. Et je me souviens, le recteur m'avait appelé un jour en me disant, j'ai viré beaucoup d'étudiants pour le bien-être de l'université. Je crois que je t'ai viré, Jean-Paul, pour ton bien-être à toi. Par contre, j'ai vécu un problème et un avantage. Le problème, c'est qu'évidemment, n'ayant pas de diplôme supérieur, je mets plus de temps que les autres à comprendre. Par contre, j'ai une vertu formidable, c'est que toute ma vie, j'étais entouré de gens plus compétents que moi. Donc j'ai aucun problème d'ego. Le dialogue, c'est cette capacité d'écouter. Quand vous savez que vous êtes moins compétent, vos collaborateurs, par définition, vous écoutez pour apprendre. Je pense que tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis mérite d'être analysé parce qu'il y a une mécanique absolument intellectuellement pensée pour faire en sorte que l'intelligence artificielle capte votre attention, capte votre pensée, votre raisonnement, et vous rend esclave des modes de pensée qui permettent à un système capitaliste de pouvoir dominer le monde. Et donc, il faut être attentif à ça. On peut revenir sur Terre. Je vous pose une question simple. Est-ce que vous étiez partisan de la suspension de cette réforme? Là aussi, la question, c'est est-ce que c'est la suspension des réformes ou le prix à payer pour obtenir un compromis de budget? Réponse? C'est le compromis, c'est évident. Mais vous êtes un homme de compromis. Oui. Donc vous devriez être d'accord. Qui vous a dit que je n'étais pas d'accord? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution? Et quelles sont les perspectives après cette suspension? Chacun a compris qu'il fallait préserver la fonction présidentielle, même si le président aujourd'hui est plutôt rejeté par beaucoup de Français, parce que sinon, c'était la fin de la fonction présidentielle, puisque ça permettait à chacun de dire, quel que soit le président, on peut le foutre en l'air au bout de 2 ans, 3 ans, etc. Or, le monde de la transformation dans lequel nous allons rentrer, c'est qu'il va y avoir demain des résistances farouches sur des intérêts catégoriels qui, par définition, seront remis en cause. Il va falloir penser à un nouveau système éducatif, un nouveau système de relations salariales, peut-être dans l'entreprise. Donc, il va y avoir tellement de changements que chacun va se sentir concerné dans son statut et donc se rassembler pour résister. Et donc on voit bien que si on n'a pas un arbitre qui permette de pouvoir stabiliser les transformations, c'est extrêmement compliqué pour la France. Et donc moi je souhaitais préserver la fonction présidentielle dans sa durée et dans sa solidité institutionnelle. Donc là vous divergez avec votre ancien Premier ministre. Pensez-vous que M. Édouard Philippe, voire même M. Attal, auraient pris les mêmes positions si le président était en haut dans les sondages? Ça veut dire que les positions qu'ils prennent sont liées par rapport à leur stratégie de conquête de pouvoir. Jean-Paul Delevoye, je suis président de la République, je vous appelle demain matin et je vous dis, Jean-Paul,
Qu'est-ce qu'on fait avec les retraites maintenant? Est-ce que tu as une idée? Qu'est-ce qu'on fait? On relance un débat? On reformule un projet de loi? Je ne me sens plus capable aujourd'hui de faire de la politique dans le contexte actuel. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil face à ce problème des retraites qu'on ne peut pas laisser en suspens éternellement? Non, mais il faut recréer une dynamique collective. Il faut réfléchir comment l'opinion peut s'approprier la nécessité d'une réforme et la pertinence de la solution. C'est tout ce que j'avais tenté de faire, moi, avec des plateformes citoyennes. Donc ça veut dire qu'il faut prendre du temps. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on veut tout de suite. Or, il y a un certain nombre de réformes où il y a deux conditions qui aujourd'hui sont compliquées. C'est quel est le prix que je suis prêt à concéder pour favoriser la transformation. Moi, je l'avais tenté à l'époque, j'avais dit j'ai besoin de quelques centaines de millions pour pouvoir payer le prix de la transformation. Puis comme le corps, à l'époque, le Conseil d'orientation des retraites disait il n'y a pas de problème de financement, rappelez-vous. C'est bizarre d'ailleurs ça. Non, non, c'est pas bizarre. Pourquoi? Parce que le corps est composé de tous les corps sociaux, de tous les syndicats, le patron, etc. Et en fait de compte, pour qu'il vote son rapport, il prend plusieurs hypothèses, ce qui fait qu'il plaît à tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut, que le politique fixe un cap. Pour expliquer ce cap, il faut nourrir un débat, pour expliquer la pertinence de ce cap. Et de faire en sorte que la réponse à cet objectif soit un système qui soit approprié par tous. On a un débat souvent sur les outils. La réforme des retraites, c'est un outil. Tout notre combat d'explication, c'est de dire c'est un projet pour renforcer la cohésion sociale d'une société qui se délite, c'est de renforcer la solidarité intergénérationnelle et que, on valorise la qualité au travail. C'est-à-dire qu'on favorise le travail des seniors le plus longtemps possible, qu'on favorise l'émergence des jeunes le plus tôt possible et surtout qu'on corrige les inégalités. Vous savez qu'on pense que le public est toujours avantagé par rapport au privé, c'est pas vrai. Il y a quelquefois des situations privées qui sont meilleures que celles du public. Il y a des jeunes qui ont des trimestres perdus. Quand vous faites certains apprentissages, vous ne cotisez pas pour votre retraite, ce qui est absolument aberrant. Moi, dès le premier euro touché, vous touchiez votre retraite. Donc il y avait aussi une espèce de responsabilité. Et de faire en sorte que le monde dans lequel on est ne pourra pas construire de responsabilité collective sur des océans d'irresponsabilité personnelle. Concrètement, répartition ou capitalisation? Les deux, je vais vous dire, le défaut de mon système que j'ai proposé, c'est Patrick Artus qui m'avait alerté là-dessus, mais je n'ai pas osé franchir le pas. Il m'a dit ton système est très intéressant, il y manque un aspect, c'est un fonds de capitalisation qui permettrait de financer notamment les PME. Système universel ou maintien des régimes spéciaux? Universel, au nom de l'égalité et de la différence des parcours. Caisse de retraite unique? Alors, ça, c'est un vrai débat. C'est-à-dire que nous avons peut-être été trop ambitieux en voulant mettre les fonctionnaires, les régimes spéciaux, les privés et les régimes corporels, ou corporatistes, pardon. Même si on avait un débat notamment de dire est-ce qu'il faut attendre que des régimes professionnels soient en difficulté pour pouvoir nous rejoindre. Donc est-ce qu'il faut attendre qu'un régime corporatiste soit en difficulté pour l'intégrer dans un régime universel? C'est peut-être une réponse. De toute façon, l'âge légal ou l'âge pivot, vous pensez qu'il faut l'effacer en tenant compte d'abord et avant tout des annuités? Il faut que nous réfléchissions à une politique d'âge. C'est-à-dire que le vieillissement de la société nous impose à réfléchir à une politique. Nous, aujourd'hui, toutes nos politiques publiques sont basées sur t'es à l'école, t'es jeune, t'as droit à. T'es actif, t'as droit à. T'es retraité, t'as droit à. Ce qui fait que si vous êtes handicapé, par exemple, avant 60 ans et après 60 ans, c'est pas le même régime. C'est complètement aberrant. Il faut que nous intégrions des politiques fluides qui permettent d'accompagner le parcours d'un individu, quel qu'il soit. Et un enfant n'a pas forcément intérêt à être écolier tout le temps. Peut-être qu'il pourrait être apprenti à 14 ans. On peut réviser ça. Mais cette politique de vieillissement n'est pas du tout intégrée, parce que la France est un pays de normes. 440 000. Oui, mais même de normes sociales. Vous êtes en bonne santé, vous êtes blanc. Quand vous êtes dans des cases de normes, forcément, vous cultivez l'anormalité, celui qui est différent de vous. Et on aime bien cette différence parce que ça permet de soulager notre conscience, même si on ne règle pas le problème. Donc, je donne un peu d'argent pour aider les pauvres, ça me fait du bien à moi, qui suis riche. Vous êtes optimiste? Par définition et par obligation. Ça va être le grand sujet des prochaines présidentielles? J'espère que non. Pourquoi? Parce que ça n'est qu'un des sujets. Mais ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'on est en train d'avoir quelque chose qui, moi, m'interpelle. C'est qu'on est en train de tout centrer sur la présidentielle. Alors, tous les politiques disent aujourd'hui on attend 2027, on attend 2027. Est-ce que la vraie question n'est pas de dire est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec? C'est-à-dire qu'au lieu d'afficher un aveu d'échec du monde parlementaire, le monde parlementaire est en train de dire je suis incapable de décider, je demande
au présidentiel de le faire. Or, est-ce que nous sommes encore aujourd'hui dans le culte de l'homme providentiel? Vous êtes gaulliste, non? Attendez, les événements font l'homme. Les événements ont créé De Gaulle. Mais C'est obsolète. c'est totalement obsolète. On a besoin d'une confiance et d'un crédit dans un homme arbitre. On va connaître une segmentation et une diversité dans la France absolument incroyable. Et on aura besoin d'un homme arbitre qui rassemble les différents. Et donc moi je suis très inquiet de voir le débat repoussé vers la présidentielle en disant la présidentielle va tout régler. Ça veut dire qu'en réalité, on oscille tout le temps entre un besoin d'ordre dans un moment de désordre et un besoin de vérité dans un moment de mensonge. Et donc on ne sait pas trancher, donc ça m'inquiète. Est-ce qu'au fond, l'échec de cette réforme, ce n'est pas révélateur de la crise politique qu'on est en train de vivre et qu'on vit déjà depuis plusieurs années? Je sais que vous avez la dent assez dure avec ces politiques. Vous dites même qu'ils produisent du danger. Expliquez-nous un peu ça. Non, vous êtes un peu excessif. Alors, je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit, oui, je vous cite, « Les leaders politiques sont dangereux, malades de pouvoir, car prêts à tout pour le conserver. » Je ne vous ai pas enregistré, mais croyez-moi, j'ai noté les guillemets. Oui, mais Raymond Barre disait « Est-ce que vous croyez qu'un homme politique qui dit la vérité peut gagner ?» Et la vraie question, c'est est-ce que l'opinion est capable d'entendre la vérité? Or, je crois qu'aujourd'hui, l'opinion n'est plus près d'entendre la vérité. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le chien qui se mord la queue? Parce qu'on leur a tellement raconté de bêtises que la crédibilité des hommes politiques est quand même en baisse sensible. L'homme politique s'est transformé en produit de consommation et en capacité de séduction. Or, très rapidement, les électeurs se sont rendus compte que les hommes politiques les séduisaient pour avoir le pouvoir et qu'une fois à la réalité du pouvoir, la première rupture, ça a été celle de François Mitterrand en 1983. Mitterrand a suscité un formidable espoir d'une société plus juste. Et en 1983, quand il a fallu, pour des raisons financières, rester à l'euro et prendre la désinflation compétitive de Bérégovoy, c'était une rupture totale. Même chose pour François Hollande, lorsqu'il a, avec juste raison pour l'intérêt de la France, mis en place la notion de compétitivité des entreprises. Il a rompu sa promesse avec son électorat de gauche. Est-ce que le peuple a toujours raison? Je serais tenté de dire que non, puisque le peuple a voté Hitler en Allemagne. Et donc, et qu'aujourd'hui, les éruptions citoyennes peuvent amener des comportements collectifs extrêmement préoccupants. Hitler, c'est 33%, hein, c'est pas 51%. Non, mais il a gagné. Il a gagné. Oui, mais il a pris le pouvoir. Qu'ensuite il ait pris le pouvoir, vous savez, c'était le débat. Bon, c'est un autre débat, excusez-moi. Et donc, est-ce que les politiques sont dangereux? Oui, ils sont dangereux lorsqu'ils ne servent pas l'intérêt de la France. Aujourd'hui, il n'y a plus de vision collective, et moi, je suis préoccupé. Il n'y a plus d'idéalisme politique. Avant, nous vivions avec le libéralisme, le communisme, le socialisme. Il y avait toute une série d'idéologies auxquelles les gens croyaient ou ne croyaient pas. Or, aujourd'hui, il y a une opportunité pour les politiques. C'est qu'entre un capitalisme ultra-individualisé américain et un capitalisme d'État chinois, il y a une place pour l'Europe d'un capitalisme humain et environnemental. Cette opportunité politique, elle n'est pas saisie. Je vous cite encore, vous dites que tout se joue sur l'émotion dans le débat public. Bien sûr. Mais comment vous croyez pouvoir restaurer ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire une intelligence collective? Parce que je crois que la décision est forcément quelque chose de personnel et d'individuel. Il ne peut y avoir qu'une personne qui décide. Mais l'élaboration de la décision, elle peut être collective. Et je crois que quand vous donnez aux gens les moyens d'être intelligents, ils sont intelligents. Mais ça veut dire, vous savez, moi, à ma petite échelle, ma toute petite échelle, j'ai vécu ça dans la mairie de Bapaume. Lorsque ma décharge était arrivée à saturation, il fallait évidemment changer de système de collecte de déchets et de traitement des déchets. Ça avait forcément comme conséquence de doubler le prix. Et donc, évidemment, la population disait non. Dans ce cas-là, j'ai appliqué une autre théorie à laquelle je crois, c'est la notion du front du refus. J'ai pris comme décision le fait de dire, eh ben, c'est parfait, je vais réfléchir à implanter des décharges un peu partout sur le territoire de ma communauté de communes. Donc j'ai fait pendant 6 mois toute une série de réunions qui m'ont valu des engueulades. Et quand au bout de 6 mois, j'avais créé le front du refus, j'ai collectivement rassemblé les gens, je leur ai dit, j'ai cru comprendre que vous ne vouliez pas de décharge. Dans ce cas-là, est-ce que vous acceptez que nous réfléchissions à une alternative à la décharge? Et donc, si vous ne faites pas une pédagogie des enjeux, dans un premier temps, qui consiste à déterminer pour les gens ce qu'ils ne veulent pas. À partir du moment où vous avez créé ce front du refus, vous pouvez dire, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à une alternative et une solution alternative? Et vous êtes sûr que vous ne voulez pas participer au prochain débat des présidentielles? Pas du tout. Même pas un bouquin? Non, je suis trop paresseux et pour la première fois de ma vie,
je ne peux pas vous dire que je ne suis pas marqué par le caractère anxiogène et le caractère, comment dire, passif des opinions occidentales. Avant, le politique faisait l'opinion. Maintenant, c'est l'opinion qui fait le politique. Moi, Michel Rocard me disait toujours, la fonction d'être politique, c'est de guider l'opinion. Aujourd'hui, il n'y a plus un politique qui guide l'opinion, tout le monde suit l'opinion. Un des drames de nos sociétés démocratiques actuelles, c'est qu'on a trop de gestionnaires et pas assez de visionnaires. Une espérance se nourrit par une vision. Et la vision se nourrit par la confiance que l'on peut avoir dans cette vision et qui crée un mouvement dans lequel chacun peut être acteur de cette vision. Xi Jinping, dans son rapport 1997 au Parti communiste chinois, a dit « L'économie moderne, c'est la réactivité. Et dans cette société moderne de réactivité et de rapidité, les dictatures l'emporteront toujours sur les démocraties, car le temps que les démocraties se mettent en accord avec leur opinion, nous, on aura décidé et agi. » Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec le constat. Mais ça veut dire que la question pour les systèmes démocratiques, c'est comment préparer l'opinion à faire des efforts collectifs pour s'adapter au changement.